Bonjour, enchanté, Jonathan Michaud. Je suis directeur produit chez Gravity maintenant. Les choses ont changé. Je suis ravi d'être là aujourd'hui. C'est la première fois que je fais France API. Pourtant, j'ai fait plein d'API Days et autres événements, donc je suis assez content de pouvoir faire cet événement pour la première fois. Juste pour démarrer et détendre un peu l'atmosphère, pour m'aider à me présenter, je vous ai fait un tout petit quiz. Donc, essayez de deviner, par exemple, ma ville d'origine, et puis après, je vous ferai deviner mon pays de naissance. Ceux qui savent déjà n'ont pas le droit de tricher. C'est en France. Il faut crier, sinon ça compte pas. Nantes, oui, Nantes, bravo. Donc je viens de Nantes. Et pour mon pays de naissance, ça change d'ambiance. Attention, âme sensible, s'abstenir. Pardon? L'Australie, exactement. Bravo. Désolé pour les images un peu stressantes et angoissantes, mais je me suis dit que ça vous ferait un petit réflexe de survie pour vous réveiller un peu et se lancer dans cette session. Donc voilà, je suis d'origine australienne. Vous voyez que l'ambiance, ça change pas mal entre Nantes et l'Australie. Je sais que ça angoisse pas mal les Français de savoir qu'il y a beaucoup d'animaux venimeux et tout en Australie, mais moi, ça me fait toujours un petit peu de nostalgie quand je vois ces photos. Ça me fait penser à mon pays natal. Donc en quelques mots, ça fait une douzaine d'années maintenant que je suis dans le milieu du middleware entreprise chez des éditeurs différents. J'ai commencé ma carrière dans la recherche. J'ai fait un doctorat en informatique. Vous voyez ici un extrait de ma thèse qui, contrairement à la slide précédente, va peut-être plutôt vous endormir, mais je suis aussi co-auteur d'un livre sur Kubernetes et j'ai bossé dans l'API, l'ETL, l'IPaaS, l'ESB, l'orienté événement, plein de choses différentes. Donc, en fait, le sujet, la vraie question que j'ai envie de poser ici, c'est est-ce que ta plateforme d'API doit intégrer l'IA? Je pense que c'est une question que se posent pas mal de personnes en ce moment. On n'a pas encore forcément complètement statué en tant qu'industrie, les choses sont en mouvement, mais c'est la question que je veux poser et discuter aujourd'hui. Et donc, notamment, les raisons pour lesquelles on va se poser ces questions, et je pense qu'on en a parlé dans la précédente présentation, c'est qu'aujourd'hui, si on appelle ou on invoque un LLM, ça passe par une API. Si on va appeler un serveur MCP, ça passe par une API. Et des agents qui parlent entre eux, ça passe aussi par une sorte d'API. Donc il y a des API un peu partout. Est-ce que c'est la même chose que les API REST qu'on a l'habitude de gérer avec des plateformes d'API management? Est-ce que c'est différent? Pourquoi? On va explorer un peu tout ça. Donc j'ai envie de vous emmener d'abord, à force de parler avec pas mal de boîtes aujourd'hui qui se posent ce genre de questions, j'ai pu voir un peu le cheminement de pas mal d'entreprises pour explorer un peu ces différentes questions. Donc je vais vous faire un peu ce parcours que parcourent pas mal de boîtes en ce moment et voir un peu où on en est. Et après, je vous partagerai la vision de Gravity sur ces questions. Donc, l'étape 0, l'homme créa le LLM. Ça, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Ce qui nous intéresse plus, c'est qu'aujourd'hui, on remarque que beaucoup de boîtes commencent à déployer des LLM en interne. Donc, on a tous utilisé ChatGPT et ce genre d'application, mais les entreprises aujourd'hui déploient en interne des LLM pour qu'on puisse avoir des interactions type chatbot, mais ça dans un contexte entreprise. C'est-à-dire, on va avoir une application interne, on va avoir des outils internes, une plateforme interne pour utiliser des LLM dans l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, alors on a fait une petite étude indépendante chez Gravity sur à peu près 300 entreprises, notamment représentées aux États-Unis. On a vu que 75% des boîtes utilisaient déjà les LLM d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si, peut-être un lever de main rapide, est-ce que vous avez déjà aujourd'hui en interne commencé à déployer des outils pour solliciter des LLM dans votre boîte? Ouais. Donc souvent, les gens qui s'occupent de ces plateformes, c'est soit l'équipe data, soit l'équipe IA. Des fois, c'est une équipe intégration, des fois, c'est un peu entre les deux. Ça, c'est intéressant de voir toutes les permutations possibles. Mais en fait, donc, ces premiers usages assez simples se complexifient assez rapidement. Vous allez développer, déjà, vous allez avoir de plus en plus d'utilisateurs qui vont vouloir utiliser ces systèmes. Vous allez avoir plusieurs applications. Donc, peut-être qu'initialement, il y avait juste un chatbot. Maintenant, vous avez aussi le support qui s'automatise un peu avec des LLM. Vous allez aussi commencer à progressivement utiliser de plus en plus de LLM différents ou des plateformes différentes. Donc, peut-être que vous avez un peu de Azure OpenAI, peut-être que vous avez du Bedrock Amazon, peut-être que vous avez des LLM déployés en interne sur des GPU. Et aussi, vos applications vont vouloir commencer à consommer de la connaissance externe, donc représentée par la brique Knowledge ici. Là, ça commence à se complexifier un peu plus. Donc, si vous êtes en interne en train de faire ce genre d'application aujourd'hui, vous commencez à rencontrer certaines problématiques. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, un gros pourcentage des boîtes soit utilisent déjà plusieurs LLM en interne, soit prévoient de le faire.
Donc là, on voit bien les problématiques qui peuvent commencer à émerger. On se pose des questions du type quelle application dépense le plus? Est-ce que c'est l'application chatbot? Est-ce que c'est le support? Laquelle consomme le plus de mes services? Est-ce qu'on a une visibilité sur les données qui circulent? Quelles sont les questions, les prompts qui rentrent? Quelles sont les données qui sortent? Est-ce qu'on a des traces de toutes ces interactions? Et comment est-ce qu'on peut contrôler la consommation? Comment est-ce que je peux dire que l'application chatbot, par exemple, a droit à tant de consommation de tel LLM et que l'application support a tant de consommation de tel autre LLM? Ça commence à devenir compliqué sans outillage dédié. Donc, c'est là qu'on voit le pattern de l'AI Gateway émerger, ou le LLM Gateway. C'est le fait d'utiliser une gateway, de centraliser un peu l'accès à ces outils, à ces plateformes, notamment au LLM, pour que vous ayez un point central qui vous apporte pas mal d'avantages. Ça va déjà vous donner une couche d'abstraction pour que vos applications ne soient pas directement couplées à des LLM spécifiques. Donc, vous aurez là un moyen d'arbitrage de dire on va switcher de un LLM à l'autre, par exemple. Vous allez pouvoir monitorer, sécuriser et faire pas mal d'autres choses. Donc, alors voilà, dans mes interactions récentes, beaucoup de boîtes en sont un peu à cette étape-là. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'en fait, on se pose la question d'agrandir un peu le scope de ce que peuvent faire ces applications intelligentes. Parce qu'en fait, ce genre d'expérience génère beaucoup d'idées. En fait, dans vos équipes métiers, dans vos équipes de dev, vous avez peut-être des gens qui disent si seulement mon LLM pouvait aussi accéder à mon service de mail ou à mon service de finance ou à mon service de documents ou autre. Vous avez plein de services et applications dans l'entreprise qui sont riches et pleines d'informations. Et donc, plein d'idées émergent sur les applications que vous pourrez créer. Vous avez envie d'automatiser des tâches, vous avez envie d'améliorer l'expérience client. Quand on voit un peu les cas d'usage dans notre sondage qui drive ce genre d'initiative, on voit que l'automatisation de tâches et de processus sont parmi les plus importantes, mais qu'aussi améliorer l'expérience client, le support via des chatbots, c'est le numéro 2. Et en fait, ce qui est intéressant du coup, c'est que voilà, les équipes IT à qui j'ai pu parler ou les architectes d'entreprise sont un peu sous pression. Parce qu'en fait, pour créer des applications utiles aujourd'hui dans l'entreprise, il faut que les agents, les applications intelligentes qui utilisent les LLM puissent prendre action dans le vrai monde. On ne veut pas se limiter à générer du texte, on ne veut pas se limiter à consommer du texte, on veut faire quelque chose d'utile dans le vrai monde. Et donc, voilà, il faut prendre action. Donc, il faut permettre à l'IA de prendre action. Il faut aussi pouvoir accéder à des données qui sont récentes, pas juste des documents historiques, mais des données aussi qui sont sécurisées, qui nécessitent une authentification. On ne va pas juste aller browser le web et se baser uniquement là-dessus. On va peut-être vouloir se connecter à vos systèmes d'entreprise. Donc, en fait, soudainement, vous êtes sous pression. Vos équipes vous disent mais si seulement je pouvais ouvrir l'IA à telle application, ou peut-être que la direction vous dit nos compétiteurs, toutes leurs applications sont intégrées avec l'IA, pourquoi est-ce que nous on est bloqué? Donc on ressent aujourd'hui cette pression dans l'IT, notamment en Europe mais aussi aux États-Unis. Donc la question se pose d'ouvrir un peu l'accès à ces systèmes à l'IA. Et le MCP émerge aujourd'hui comme un standard qui va permettre de faire ce genre de choses. Je pense qu'on a parlé dans la précédente discussion. Le MCP, c'est une manière standard d'ouvrir l'accès aux applications au LLM. Donc standard, ça veut dire que le développeur qui crée un agent, il n'a pas besoin de se poser la question à chaque fois de comment intégrer chaque application. Chaque application a ses spécificités. On n'a pas envie de développer un agent, ça ne devrait pas être aussi compliqué que développer une appli qui est fortement couplée à une API web ou une API REST. Ça devrait être plus dynamique. Et c'est là qu'il y a l'élément de découvrabilité aussi dans le MCP. Un agent peut se connecter à un service MCP et découvrir les opérations possibles automatiquement. Et le MCP est aussi actionnable, c'est-à-dire l'agent peut clairement prendre des actions, il peut agir sur des données réelles, sur des applications. Donc, encore une fois, là, on a des challenges aujourd'hui. Comment déjà se procurer des serveurs MCP? D'où viennent-ils? Donc là, je suis curieux de voir faire un petit sondage dans le public. Je vais faire 3 catégories. Est-ce que vous êtes en train d'essayer d'utiliser des serveurs MCP qui existent sur le marché? Est-ce que vous en créez vous-même pour vos propres applications? Ou est-ce que vous essayez de générer automatiquement des serveurs MCP, par exemple, à partir d'applications existantes? Qui essaie d'utiliser des serveurs MCP existants sur le marché ou open source? OK, juste quelques personnes. Qui essayent de développer leur propre serveur MCP pour leur propre application? OK, que juste quelques-uns aussi. Et qui essayent, par exemple, de générer des serveurs MCP à partir d'API existantes ou ce genre de choses-là? Personne. OK, intéressant. C'est un peu les 3 pistes qu'on voit aujourd'hui qui sont les plus communes. Et imaginons que vous embarquez sur ce chemin-là, qui est tout à fait viable aujourd'hui. Vous pouvez concrètement commencer à vous mettre sur ces chemins. Comment gouverner ces serveurs MCP? Comment
vérifier que l'agent a le droit d'accéder aux applications? Comment vérifier ce que fait l'agent? Comment contrôler ses interactions? Pas évident. L'étape 3 sur ce cycle de maturité, c'est la dernière étape. Donc, on a vu, voilà, on accède au LLM, on ouvre le LLM au système d'entreprise. Maintenant, en fait, votre chatbot là, ou votre site de support, au bout d'un moment, vous allez voir y rajouter plus de fonctionnalités. Vous allez rajouter d'autres interfaces intelligentes, d'autres applications intelligentes, d'autres agents. Et en fait, vous allez, un peu comme le monde des microservices, vous allez réaliser qu'il vaut mieux créer des petits agents qui sont concentrés sur certaines tâches plutôt que d'avoir un gros monolithe qui va essayer de faire plein de choses, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est plus dur à maintenir un gros bout de code qui fait plein de choses. Et deuxièmement, l'IA est très mal adaptée aujourd'hui elle n'aime pas qu'on lui propose trop de choix, finalement. Si on donne à un LLM toutes les actions possibles dans votre entreprise et vous posez une question, j'ai envie de faire ça, on va avoir beaucoup de mal à choisir. Donc, il faut lui donner un scope beaucoup plus réduit et fin pour qu'elle puisse plus facilement sélectionner les actions à prendre. Donc, c'est là qu'on voit l'émergence du modèle agent-to-agent. Dans notre sondage, encore un peu biaisé parce qu'il est centré sur les États-Unis, mais il y a 73% des entreprises qui commencent à utiliser des multiples systèmes à base d'agents. Donc, ça paraît être un gros chiffre. Je pense qu'en Europe, on est quand même beaucoup plus bas, mais ça montre quand même la tendance que les gens se posent des questions autour de ce genre de système. Et là, je pense qu'on en a parlé aussi dans le précédent talk, le protocole A2A, A2A, émerge pour essayer de proposer des solutions pour normaliser et standardiser les interactions entre agents. Ce protocole, il est assez rigolo parce que, en fait, chaque agent va avoir une sorte de carte d'identité, le agent card, qui va décrire ses fonctionnalités. C'est un peu comme son API à lui. C'est une carte qui va dire, voilà comment je suis sécurisé, voilà comment vous pouvez me consommer, voilà les actions possibles, donc les skills, autrement dit, dans le domaine A2A. Et en fait, les agents peuvent, si on donne à un agent l'URL d'une carte d'un autre agent, il peut aller la découvrir et ensuite solliciter cet agent. Donc, on va être dans un monde où chaque agent a sa carte qu'il publie en ligne ou sur un registre. D'autres agents vont pouvoir venir découvrir ces cartes et consommer les autres agents. Et contrairement au MCP, où l'interaction, ça ressemble plus à un appel d'API, l'agent-to-agent, c'est des prompts. C'est des agents qui s'envoient des prompts. Comme si vous chattez sur ChatGPT, vous envoyez un message, les agents s'envoient des messages entre eux. Je vous montrerai un exemple après. Donc, je vous invite à aller regarder cette spec, très intéressante. Il y a d'autres grosses questions qui émergent dans ce genre de scénario, c'est l'identité de l'agent. Dans les applications REST classiques, on a par exemple une application qui consomme une API et on a l'utilisateur final qui utilise cette application. Donc, si l'application, par exemple, j'ai une application qui me permet de regarder mes mails, je vais me connecter à l'application, je vais m'autoriser avec de l'OAuth, je vais donner la permission à l'application d'aller voir mes mails et l'application va pouvoir faire ce qu'elle veut. Ça fonctionne assez bien parce que je suis un utilisateur humain, je suis connecté, je peux me connecter à mon application Gmail, je peux donner les permissions, ce genre de flow fonctionne bien. Mais à partir du moment où c'est un agent qui va faire les actions à ma place, il y a peut-être une phase initiale où je vais pouvoir lui dire « je te donne la permission de faire quelque chose », mais après, l'agent va agir pendant longtemps, de manière autonome. Donc, comment gérer l'accès de cet agent sur le temps, dans la durée? C'est là qu'émergent des grosses discussions en ce moment sur la gestion de l'identité des agents. L'agent devrait avoir sa propre identité et devrait avoir ses propres protocoles pour justement gérer ses accès. Et ils vont être temporaires, renouvelables, bien scopés. Donc chez Gravity, par exemple, on regarde de près des protocoles comme le On Behalf of Token Exchange Protocol. Il y aura beaucoup d'échanges de tokens et de permissions, en fait, dans ce genre de flux. C'est une couche en plus par-dessus l'OAuth classique, on va dire. Donc voilà. Comme pour les autres étapes dans ce cycle de maturité, qu'en est-il de l'observabilité, de la sécurité, du contrôle dans ce genre de contexte? Et donc, j'ai parlé d'agent vers agent. On a sondé aussi la population pour savoir quel type de plateforme était utilisée pour créer des agents, pour consommer des LLM. On voit qu'aujourd'hui, il y a une forte répartition. En fait, les gens utilisent plein de systèmes différents. On pense que ça va être la tendance parce qu'on veut pouvoir arbitrer sur les coûts. On a des modèles qui ont des intérêts différents. On a de la sécurité ou de la privacy un peu différente en fonction de la plateforme qu'on va utiliser. OpenAI reste encore loin devant, mais on voit qu'il y en a pas mal d'autres. Ce qui est important, du coup, c'est de se poser la question, peu importe la plateforme que vous allez utiliser, est-ce qu'il y a des standards qui vont vous permettre, en tant qu'architecte, plateforme, équipe API, de les gérer de manière centralisée et unifiée? Donc, clairement, aujourd'hui, le MCP et le A2A émergent comme des standards qui vont permettre
de normaliser, de gérer un peu tous ces flux dans l'entreprise. Nous, aujourd'hui, chez Gravity, on parie là-dessus. On se dit que c'est une très bonne base. Quand on a commencé à travailler sur tous ces sujets, ces protocoles n'existaient pas, donc c'était encore assez ouvert. Nous, on est très content de voir qu'on se centralise sur des protocoles de ce type-là. Ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Côté 8way, on a la chance chez Gravity de faire partie d'un petit consortium d'entreprises qui bossent sur l'évolution de cette spec, parce qu'elle est encore très jeune, elle a que quelques mois, et il y a pas mal de sujets qui ne sont pas encore abordés. Donc, par exemple, le registry d'agents. Comment est-ce qu'un agent peut découvrir d'autres agents et dynamiquement charger leurs cartes et les découvrir? Ça, aujourd'hui, ça n'a pas été normalisé par la spec. Aujourd'hui, chaque agent doit pointer directement vers l'autre agent qui veut consommer, ce qui ressemble à un système point à point qu'on a typiquement envie d'éviter dans ce genre d'architecture. Donc, on travaille avec Google et d'autres boîtes pour faire évoluer ce genre de spec et l'intégrer un peu dans notre stack aussi. Donc, bon, pour finir un peu sur cette phase, cette évolution d'adoption dans les entreprises, je pense que la gouvernance et le contrôle de tous ces systèmes, c'est un vrai pain point aujourd'hui. C'est vu comme un sujet très important. Beaucoup de boîtes qui ne peuvent pas déployer ces outils sans avoir coché certaines cases en termes de conformité, en sécurité, en observabilité, etc., surtout dans le domaine bancaire ou santé et compagnie. Donc, c'est un enjeu extrêmement important actuellement qui freine un peu l'adoption finalement. Et il n'y a pas de solution claire et nette et évidente pour l'instant. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour de ce modèle de maturité, de ce chemin d'adoption que j'ai vu personnellement vraiment dans beaucoup d'entreprises en Europe et aux US pendant plusieurs interactions ces derniers mois. Côté Gravity, du coup, on essaie de prendre un point de vue sur tout ça. On essaie de se poser la question de notre rôle dans tout cet écosystème. Et je voulais juste partager avec vous un peu cette vision et rentrer dans un exemple un peu plus détaillé, un peu plus concret. Mais voilà, pour nous, pour la petite histoire, chez Gravity, on a notre cœur de métier, ça a toujours été l'API. L'API management est basé sur des fondations autour de la sécurité, l'observabilité, la gouvernance. On a évolué ces dernières années vers les événements. On a remarqué que les événements, les flux d'événements pouvaient eux aussi être gérés de la même manière que les API, que les événements méritaient le même niveau de gouvernance et de contrôle et d'observabilité que les API, de productisation. Donc ça, on l'a fait. Pour nous, la prochaine étape, c'est clairement l'ère de l'IA et des agents. Et ce qui est hyper intéressant, c'est qu'en fait, peu importe le paradigme, si on veut, sur ces trois paradigmes, les mêmes principes peuvent s'appliquer. On a toujours ces mêmes enjeux de documentation, d'accès, de découverte, de gouvernance qui reviennent. Et donc, pourquoi pas essayer d'appliquer les mêmes principes pour les traiter, quoi. Donc, notre vision tourne autour de ce concept de l'agent mesh. Je veux rentrer dans un petit exemple pour rendre un peu plus concret tout ce que je viens de dire. Donc ça, c'est un exemple d'une application multi-agent. Alors, j'ai mis un lien GitHub ici. C'est un exemple qui vient du repo sur le A2A qui est fait par Google. Donc, l'application, je vous explique un peu le fonctionnement. D'ailleurs, je vais voir si je ne peux pas rapidement la faire tourner, même si je viens. Alors, j'ai des écrans un peu particuliers ici. Donc, c'est une application de conversion de devises. Okay, donc là, j'ai une sorte d'interface type chat. Si je zoome, peut-être que ce sera plus clair. Et je peux poser des questions du type, je veux convertir 1 euro en dollars australiens, par exemple. Donc, je mets du chat, du texte, de langage naturel. Et là, on remarque que déjà, j'ai une sorte de feedback sur le fait que l'application travaille. Elle fait quelque chose. Okay, elle est en train de traiter un taux d'échange et elle me renvoie une réponse. Okay. Bon, ça a l'air assez simple comme ça, mais ce qui s'est passé là, à l'instant même sur ma machine et dans cette application, c'est que j'ai plusieurs composantes qui se sont exécutées. D'abord, j'ai le chatbot multi-agent. Donc, cette interface que vous venez de voir, c'est moi qui suis allé connecter l'agent de conversion de devises. J'ai importé la carte de l'agent de conversion de devises dans mon application pour que je puisse parler avec ensuite. J'ai posé une question et en fait, mon application front-end, la page web, a utilisé un LLM pour interpréter ma question et pour déterminer qu'en fait, il fallait plutôt invoquer un service de conversion de devises pour répondre à ma demande. Donc, il y a déjà une première interaction avec un LLM. Là, j'utilise Vertex, mais peu importe. Vous pouvez utiliser n'importe quel LLM. Donc, l'application détermine que, OK, j'essaye de convertir une devise. Il va ensuite appeler l'agent de conversion de devise. C'est un autre agent, c'est un autre conteneur Docker qui tourne sur ma machine, là, actuellement.
Cet agent reçoit cette requête. Bon, il se dit, moi, mon métier, c'est de convertir des devises. Il extrait la devise demandée, etc. Enfin, les deux devises demandées. Et il va derrière appeler un service REST, une API REST, qui s'appelle l'API Frankfurter. C'est une API open source qui permet de convertir des devises. Il fait un appel HTTP, récupère la réponse. Tout au long, il renvoie à l'agent au chatbot multi-agent des mises à jour pour dire je suis en train de traiter votre demande. Et à la fin, je reçois le résultat. Donc, il y a quand même eu pas mal d'interactions dans la petite démo que je viens de vous montrer. Et un truc qui est intéressant, c'est que si vous regardez ici le protocole A2A, vous avez en dessous, j'ai mis HTTP SSE. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces protocoles, aujourd'hui, utilisent de l'HTTP pour initier une connexion. Mais typiquement, on va avoir des mises à jour asynchrones qui sont autorisées entre les agents, ou c'est pareil pour le MCP. Donc, ça veut dire que j'ai beau faire une seule requête pour appeler mon agent, il va pouvoir m'envoyer régulièrement des messages avec de l'information pour me tenir au courant de ce qui se passe. Okay, c'est du server sent events, ça veut dire que le serveur me renvoie de manière asynchrone des événements progressivement, mais sur la même connexion HTTP. Donc c'est un protocole web assez connu et largement adopté. Donc là, si on se remet un peu dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut imaginer, avec une vision autour d'un agent mesh, gouverner un peu toutes ces interactions? La première, c'est que là, j'ai mes agents qui appellent directement Vertex. Okay? Depuis ma machine, j'ai des agents qui appellent Google directement. Ce n'est pas très sécurisé, j'ai aucune maîtrise des coûts. Je ne suis pas du tout en conformité par rapport aux régulations de tracing ou autre. Et j'ai un fort couplage. Si demain, je me dis que je veux changer, je veux utiliser Bedrock ou OpenAI, il faut que j'aille dans chaque agent, que je pointe vers l'autre LLM. Ce n'est vraiment pas idéal en termes d'architecture. C'est là qu'on va mettre en place le pattern AI Gateway. Chez Gravity, on a aujourd'hui, par exemple, dans notre gateway, des fonctionnalités spécifiques qui permettent de traiter ce genre d'appel vers des LLM, par exemple des guardrails qui vont vérifier que le contenu du prompt est conforme à certaines règles. On va même utiliser des modèles IA pour dynamiquement analyser un prompt et le bloquer ou le flaguer s'il n'est pas bon. C'est ce type de fonctionnalité typique qu'on voit dans une AI gateway. On va aussi faire du token tracking, donc on va traquer le nombre de tokens utilisés par un appel, donc tokens entrant et sortant, pour que vous puissiez calculer le coût par appel. Et ensuite, potentiellement, reprojeter ça par rapport à l'appelant, l'application, le consommateur, etc. Donc, vraiment avoir des vraies données sur l'usage et les coûts qui sont en jeu. Donc voilà, on met en place une LLM Gateway ou une AI Gateway. On a maintenant cette conformité, cette couche d'abstraction et ce contrôle des coûts. Prochaine étape. Là, mon archi n'est toujours pas parfaite. J'ai encore pas mal de petits soucis. Je vais aller venir regarder cette connexion entre l'agent et cette API web. On a vu tout à l'heure que l'HTTP, le REST, les API REST, ce n'était pas idéal pour un agent IA. On préfère essayer de migrer vers des standards comme MCP pour éviter que le développeur il ait à coder dans chaque agent un client pour chaque API qu'il a envie de consommer. C'est un peu fortement couplé, c'est pas très dynamique. Ça n'a pas été pensé pour la découverte dynamique par des LLM. On a envie que le LLM puisse dynamiquement demander quels sont les outils disponibles et dynamiquement les appeler. Donc c'est là qu'on va mettre en place ce MCP. Donc aujourd'hui, notre façon d'aborder ça chez Gravity, c'est de dire que toute API gérée par Gravity peut être transformée en serveur MCP. Donc là, je suis sur une API quelconque. Je vais pouvoir ajouter un point d'entrée MCP. Je clique sur un bouton. Je vais dire, j'ai une nouvelle URL ici, /MCP, qui va rendre mon API accessible sous forme MCP. Je vais configurer mon serveur MCP. Donc là, je vais donner, par exemple, un descripteur OpenAPI qui sera automatiquement converti en serveur MCP. Nous, on va s'occuper de générer la spec MCP et au runtime aussi de faire la traduction. Je vais pouvoir le déployer. Et maintenant, ça y est, j'ai mis en place mon MCP Gateway qui va faire proxy entre l'agent et l'API REST. Donc là, vous voyez maintenant que plutôt que d'avoir du REST depuis l'agent vers l'API, j'ai fait une médiation de protocole. Je vais avoir du MCP entre l'agent et la gateway et du REST derrière. Donc ça y est, maintenant, en termes d'expérience pour l'agent et le développeur de l'agent, je suis plus sur des standards, des normes attendues par l'industrie. Je vais avoir quelque chose de plus découvrable dynamiquement. Je vais avoir quelque chose de plus gouverné aussi parce que je vais pouvoir observer tous les appels qui passent par la gateway, mettre en place de l'authentification, du rate limiting, du filtrage, de la transformation, tout ce que vous voulez. Donc, dernière étape dans ce petit parcours, forcément, vous imaginez bien, c'est la partie A2A. Donc, aujourd'hui, juste deux agents qui interagissent entre eux. Alors, il y a probablement des cas où ça va avoir lieu. Il y a pas mal de frameworks aujourd'hui qui vous permettent de faire des systèmes multi-agents, des frameworks assez fermés,
où en fait, il n'y a pas forcément vocation à monitorer chaque interaction entre les agents, mais on va quand même vers un univers où des agents vont interagir entre eux à travers des équipes métiers, ou même au-delà de votre entreprise. Et là, il y aura un vrai enjeu de gouvernance. Donc là, c'est pareil, chez Gravity, on a un peu un point de vue là-dessus. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vous proposer de cataloguer vos agents. Donc ici, ce que vous voyez, en fait, c'est une représentation visuelle d'une agent card. C'est une carte qui décrit les capacités de mon agent. Aujourd'hui, chez Gravity, je vais pouvoir vous dire que je vais m'intégrer avec différents types de systèmes, dont le protocole A2A, et je vais pouvoir importer dans ma plateforme des descripteurs de mes différents agents. Donc ce que vous voyez dans un descripteur d'agent, c'est qu'il a une URL d'accès, il a des fonctionnalités, donc est-ce qu'il supporte par exemple le streaming asynchrone, il va avoir des schemes de sécurité, il va avoir des skills qui sont les actions offertes par cet agent que je peux solliciter avec mon langage naturel. Donc on voit que dans un skill, par exemple ici, j'ai des types en entrée-sortie, j'ai des exemples de prompts. Donc là, on voit que c'est mon agent de gestion de devises. Donc toute cette information-là sera livrée à l'agent consommateur pour qu'il puisse comprendre quelles sont les fonctionnalités disponibles et qu'il puisse les interpréter. Donc une fois que j'ai un peu documenté mes agents, je peux mettre un proxy en place qui va gouverner l'interaction entre les agents. Donc je vais pouvoir, aujourd'hui chez Gravity, on a plein de types de proxys différents. Vous allez pouvoir choisir entre du HTTP classique, de la médiation de protocole, du Kafka ou de l'agent to agent. Donc là, on va exposer le protocole A2A d'un côté, le protocole A2A de l'autre, pour qu'un agent puisse parler à un autre agent à travers Gravity. Vous pouvez adapter ce pattern à d'autres gateways, bien sûr. Je vais définir le point d'entrée pour que l'agent se connecte. Et en côté service back-end, je vais me connecter à l'URL de la carte de l'agent que je veux protéger. Je vais pouvoir rajouter de la sécurité, de l'authentification, du MTLS, de l'auth, etc. Je vais pouvoir mettre en place des policies, du rate limiting, de la transformation, des quotas, etc. Et là, je vais avoir maintenant une gateway qui va sécuriser ma connexion entre mes agents. Donc encore une fois, là, on rajoute cette couche d'observabilité, de sécurité et de contrôle. Donc, bon, je voulais vous montrer un peu une autre vision chez Gravity de comment on pense adresser un peu ces différents sujets. Après, la grosse question aujourd'hui, et l'interaction qu'on a avec nos clients et le marché, c'est est-ce qu'on pense que ce pattern-là, il est pertinent? Est-ce qu'on a besoin d'outils dédiés pour toutes ces interactions ou est-ce qu'on veut centraliser tout ça dans une seule plateforme? Est-ce que votre plateforme d'API aujourd'hui, c'est le bon endroit ou est-ce que c'est votre équipe AI et data qui va s'occuper de gérer tout ça? On a vu différents modèles aujourd'hui. On a des équipes AI et data qui utilisent Light LLM et LangFuse pour monitorer et gérer tous les accès au LLM. Mais à côté de ça, il y a une équipe API qui se dit, mais tiens, vous avez mis en place quelque chose qui ressemble à une gateway, il y a du monitoring, il y a de l'authentification. Pourquoi avoir deux outils différents qui font à peu près la même chose? Donc voilà, on se pose cette question. Nous, notre vision, c'est qu'on ait cette vision autour de l'Agentic API Management où toutes ces interactions peuvent être gérées dans une même plateforme, dans une même control plane. Finalement, ce sont des interactions de nature assez similaires. Mais voilà, la question se pose. Donc, je suis curieux de savoir, de votre côté, est-ce que vous aurez tendance à plutôt vouloir spécialiser, utiliser des outils spéciaux pour gérer ces différents problèmes, ou est-ce que vous utilisez des outils dédiés aujourd'hui, ou est-ce que vous êtes plutôt pour le fait de centraliser tout ça dans une plateforme d'API? Qui utilise aujourd'hui déjà, par exemple, des outils spécialisés, Light LLM, LangFuse, Azure API Management pour accéder à OpenAI, ce genre de choses? Okay, il y en a quelques-uns qui pensent qu'il vaut mieux qu'on essaie de centraliser tout ça dans une plateforme d'API, que ça fait du sens de se dire on va intégrer ça dans une plateforme d'API. Ok. Ça paraît être une bonne intuition. Merci pour votre participation. Donc, ce serait au plaisir de vous en parler plus. On est au stand de Gravity dans le hall. Voilà, j'ai mon LinkedIn. On sera ici toute la journée. Je serai là pendant le déjeuner. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir en parler plus en détail, de voir des démos. Je peux vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Et puis voilà, merci beaucoup. Et puis bonne journée.